j'ai pas bien compris ou j'ai pas bien lu cette histoire que serait marqué dans le livret le mode de conception d'un enfant indépendamment de la responsabilisation des parents. Si tel est le cas, si j'ai bien compris, je trouve ça très problématique d'enlever la responsabilité de dire, ça revient à peu près à tatouer sur un enfant son mode de conception, fécondation in vitro ou pas d'ailleurs. Hein. Donc là, on rentre dans un domaine qui me semble très dangereux. Donc, chers collègues, je vous propose que nous démarrions l'audition de cet après-midi. Donc, nous reprenons le cours de nos auditions en accueillant le professeur René Friedman. J'avoue avoir quelques scrupules à devoir le présenter à notre commission, tant il occupe une place établie dans l'essor de l'assistance médicale à la procréation. Les couples de femmes iront chez un notaire pour établir leur consentement à l'AMP, comme cela se fait à chaque fois qu'il y a une AMP, et dans le même temps, elles déposeront une déclaration de volonté anticipée. Déclaration anticipée qui sera constitutive du projet parental qu'elles veulent former. Cette déclaration revient à dire « Nous sommes un couple, nous nous engageons à être les parents de cet enfant et nous souhaitons que notre filiation soit établie. » C'est tout. Donc ça n'a pas de lien biologique, bien évidemment, puisqu'il y a l'intervention d'un tiers donneur, et c'est cette déclaration qui va établir la filiation. C'est donc un nouveau mode d'établissement de la filiation qu'on vient ajouter au mode d'établissement classique de la filiation. Dès lors, à la naissance de l'enfant, cette déclaration de volonté, qui sera mentionnée sur l'acte de naissance, scellera la filiation. L'idée de cette déclaration anticipée de volonté, c'était de dire on va donc faire rédiger cette déclaration et on va l'inscrire sur l'acte de naissance des enfants. Donc ce n'est pas écrit évidemment stricto sensu, conçu par PMA, mais filiation établie par une déclaration anticipée de volonté. La volonté derrière cela était de dire on ne peut plus dans les couples hétérosexuels mentir aux enfants. Donc c'est donc partir du postulat qu'on ment aux enfants, ce qui était certes le cas il y a 30 ans, mais absolument plus maintenant. On va faire en sorte qu'on ne puisse plus mentir aux enfants, donc on va écrire cette déclaration sur l'acte de naissance. La question était soit cette déclaration anticipée, on la fait rédiger pour tous les couples, hétérosexuels et homosexuels, soit on la réservait uniquement aux couples de femmes. Le gouvernement, apparemment, a choisi, pour l'instant en tout cas, de restreindre l'application de cette déclaration uniquement aux couples de femmes. Expliquez-nous pourquoi c'est important, c'est souhaité de mentionner enfants nés par PMA sur les actes de naissance pour les enfants nés de deux femmes. Alors, nous souhaitons effectivement que lorsque un enfant sera né dans un couple de femmes, il apparaît sur son état civil qu'il est né avec les spermatozoïdes d'un donneur, donc c'est ce qu'on appelle un tiers donneur, afin que, d'abord, évidemment, nous ne prétendons pas qu'on puisse naître de deux femmes, donc on acte quelque part dans la loi qu'il faut des spermatozoïdes pour faire un enfant. Ce qui est un non-sens dans la mesure où il n'y a pas de secret. Pour les couples de femmes, évidemment, que l'enfant, quand il y a sa double filiation, a bien été conçu par PMA. Donc il n'y a aucun besoin de faire mentionner cette déclaration sur l'acte de naissance des enfants. On a la présence des deux mères avec l'intitulé « mère » et « mère ». Rien ne justifie, d'une part, à mon sens en tout cas, de faire établir la filiation par cette déclaration, puisqu'il y a d'autres solutions qui sont à mon avis bien meilleures, et d'autre part, de réserver ce traitement uniquement aux couples de lesbiennes. Et sur la mention de la PMA sur l'acte de naissance intégral, plusieurs associations disent oui, mais il y a une différence. C'est des enfants qui vont être un petit peu marqués différemment sur leur acte de naissance. Alors non, c'est une discrimination, nous disent les associations. Non, parce que l'acte de naissance intégral ne peut être obtenu que par la personne elle-même. Elle n'est jamais donnée à un tiers. Ce qui est donné à un tiers, c'est un extrait d'acte de naissance dans lequel la naissance par procréation médicalement assistée n'apparaîtra ne sera pas mentionnée. C'est la justification en disant que la copie intégrale, elle n'est consultable que par une liste très limitée de personnes, ce qui est vrai. Quand on doit commander son acte de naissance, la copie intégrale, la liste est très limitée. Pour autant, et je suis sûre que vous pouvez faire le test, on vous a déjà demandé de communiquer votre copie intégrale par des personnes qui, elles, directement, n'avaient pas accès, mais qui, indirectement, vont y avoir accès puisqu'elles vous le demandent et qu'on vous explique que c'est une condition sine qua non pour la constitution d'un dossier, donc pour des raisons professionnelles, etc., etc. On peut comprendre, je pense,
que l'acte de naissance, la copie intégrale et la façon dont on a été conçu appartiennent à la vie privée. Il n'y a absolument rien d'infamant, il y a à être conçu par don, évidemment pas, mais je pense que ça n'est pas aberrant d'entendre que la façon dont on a été conçu ne doit pas apparaître sur l'acte de naissance d'un enfant. L'acte de naissance, c'est la filiation, un enfant a un père, une mère, deux pères, deux mères, voilà, point barre. Quant à savoir pourquoi est-ce qu'on réserve la déclaration inscrite sur l'acte de naissance aux couples de femmes, on entend ça et là que quand même on n'allait pas faire ça aux couples hétérosexuels. Donc on le réserve aux couples de lesbiennes qui, pour le coup, sont bien les seuls couples qui ne peuvent pas mentir par définition sur la conception des enfants.